Merci beaucoup aux organisatrices du colloque, à Chiara et à Pascal, de m'avoir permis de participer à ce colloque. J'avoue que j'ai le don de me faire avoir à chaque fois qu'on me sollicite pour une intervention. Au début, je suis très emballé. Après, je me rends compte du bourbier dans lequel je me suis engagé. Et ben, finalement, bon, je suis là. Je vais parler de la catégorie organisation internationale. Je suis même pas sûr de savoir ce que c'est, mais je crois aussi que c'est l'intérêt aussi de la démarche. Parce que, en soi, lorsqu'on aborde la question de la catégorie organisation internationale, on intègre le fait évidemment que les organisations internationales ne se résument pas à une typologie particulière. On sait aujourd'hui qu'on distingue dans les organisations internationales ou les institutions internationales ce qu'on qualifie, ou ce que d'ailleurs la professeure Evelyne Lagrange qualifie d'institutions personnifiées et d'institutions non personnifiées. Et en ce qui concerne les organisations, ou du moins la catégorie organisation internationale, on y distingue, on va dire, trois types d'institutions. Les institutions internationales privées. Par exemple, on peut faire référence, pour nous qui aimons le sport, aux institutions comme la FIFA. Les institutions hybrides, on a parlé de l'UICN, mais aussi de l'AMA, l'Agence mondiale contre l'antidopage, mais aussi des organisations internationales publiques, comme l'ONU, l'Union européenne, en tout cas celles qu'on connaît. La catégorie organisation internationale suppose une institution internationale qui s'investit dans des missions d'intérêt général ou d'intérêt international. Dès qu'on pose on fait cette précision, on se rend compte que depuis 1945, on a eu une institutionnalisation de la société internationale, et cette institutionnalisation ne s'est pas résumée à la création d'organisations internationales publiques. À côté de ces institutions publiques, on a eu une diversité d'organisations qui sont créées, et chacune d'entre elles s'investit, ou du moins les États qui les créent, les ont investis de missions particulières, de missions spéciales. D'où la spécialisation ou la sectorialisation des organisations internationales qui vont être guidées par, on l'a dit, deux principes fondamentaux: le principe de compétences attribuées et le principe de spécialité. Ces deux principes, en réalité, sont en même temps qu'ils fondent les compétences des organisations internationales, en constituent les limites, les empêchant justement d'exercer des compétences au-delà des pouvoirs de ce que, ou au-delà de ce que les créateurs ont voulu. Or, on le sait, l'organisation internationale fait face à de nouvelles situations. Aujourd'hui, l'un des nouveaux défis, c'est le changement climatique, qui emporte des conséquences au-delà des frontières. Et cette question est même appréhendée, notamment par les Nations Unies, comme une préoccupation de l'humanité. En ce sens, et depuis peu, presque toutes les organisations ont inclus dans leurs problématiques la protection environnementale et le changement climatique. Elles ont inclus dans leurs travaux et leurs programmes, et elles contribuent ainsi à ce qu'on peut qualifier de schémas complexes et divers dans la gouvernance globale de l'environnement. Donc, toutes les organisations internationales parlent du changement climatique. Pourtant, d'une part, aucune d'entre elles n'est spécialisée. Et d'autre part, il n'est même pas certain que dans leurs actes consécutifs de départ, que le mandat leur ait été attribué de s'intéresser aux questions du changement climatique. Mais encore, l'institution même dont c'est la compétence principale est une COP. Parfois, on va avoir de nouvelles institutions qui vont être mises en place. On a parlé de la COSIS tout à l'heure, mais elle dispose plutôt d'un caractère souple, qui implique évidemment des questions de normativité qu'on verra plus tard. Dès lors, la problématique des changements climatiques devient à la fois un réel défi pour le changement des paradigmes sous-tendant le droit des organisations internationales et leurs pratiques. C'est la raison pour laquelle je me suis dit qu'il serait intéressant d'examiner la manière dont les organisations non spécialisées dans le domaine environnemental se sont adaptées au changement climatique et l'impact que cela a eu sur leur mandat. Ont-elles agi
ou d'ailleurs ont-elles la capacité d'agir au-delà de leur mandat pour assurer une réglementation relative au changement climatique? Également, Pascal en a parlé, mais cette transversalité et cette omniprésence des changements climatiques est-elle finalement compatible avec un droit des organisations internationales qu'on qualifie souvent de daté? L'adaptation du mandat et ou des compétences des organisations internationales au changement climatique nécessite un dépassement ou du moins un contournement des limites qui sont imposées par les éléments structurants et fondamentaux du droit des organisations internationales. Il s'agit d'abord du principe des compétences attribuées que je questionnerai dans un premier temps, puis du principe de spécialité que j'interrogerai également dans un second temps, et après, on verra aussi que cela implique des questions de normativité qui peuvent constituer parfois des difficultés dans le cadre de la réglementation institutionnelle. Alors, en ce qui concerne le premier point, s'il est indéniable que le principe des compétences attribuées demeure solidement ancré en droit des organisations internationales, c'est finalement parce qu'il constitue encore aujourd'hui un moyen pour les États de préserver leur liberté d'action. Mais dans le même temps, on a accordé une autonomie aux organisations internationales et l'autonomie, même fictive, dont elles bénéficient, a trouvé un moyen d'expression à travers la théorie des compétences implicites. En fait, on peut considérer que lorsqu'une organisation internationale n'a pas expressément les attributions pour investir un champ nouveau ou régler des problématiques nouvelles, l'utilisation des compétences implicites peut alors permettre à cette organisation de déployer son mandat par un jeu d'interprétation de l'acte constitutif. Alors, cela n'est pas à dire que les organisations internationales puissent passer outre ou détourner le mandat qui leur a été attribué par leurs créateurs. Néanmoins, puisque l'organisation est un instrument dynamique, un instrument réel, un instrument pratique, ses objectifs sont régulièrement adaptés aux situations nouvelles, aux évolutions, aux besoins changeants de la société internationale. Et cette nécessité d'adaptation des organisations à des circonstances nouvelles justifie également l'importance qui est donnée à la pratique subséquente à l'intérieur des organisations internationales, donc par leurs organes ou par les États, et à une approche dite téléologique ou dynamique dans l'interprétation de leurs actes constitutifs. Cela vaut pour l'expansion du mandat de nombreuses organisations internationales dans le champ du changement climatique. C'est en ce sens que je peux par exemple citer l'exemple de l'ONU dont également on a parlé. Finalement, je copie tout ce qu'a dit Pascal, hein, vous l'aurez remarqué. En effet, même si les buts des Nations Unies sont exprimés de façon large dans la charte, il n'y a aucune référence explicite au changement climatique. Pourtant, on va constater une évolution des pouvoirs de l'ONU en vue d'adopter des politiques et des mesures avec pour objectif direct le changement climatique. Et cette évolution des pouvoirs, enfin des compétences, provient d'une utilisation des pouvoirs implicites fondée sur une interprétation large de la charte. En effet, partant du principe qui a été dégagé par la CIJ en 1949, il a été inféré que la protection de l'environnement, et a fortiori donc du changement climatique, est un élément essentiel de la résolution des problèmes économiques et sociaux énumérés et mentionnés dans les articles 1 et 55 de la Charte des Nations Unies, qui eux-mêmes ne mentionnent pas expressément la question de l'environnement ou du changement climatique. Mais c'est sur cette base qu'une série d'actions va être développée par les Nations Unies, notamment dans le domaine relatif au changement climatique. Plusieurs autres organisations internationales ont agi de la même manière. On peut citer également l'exemple de l'AIEA, qui a également acquis et développé une dimension environnementale de ses compétences par le moyen d'interprétation de ses instruments constitutifs. Cependant, il y a lieu d'indiquer que la tendance à l'autonomie dans le développement des compétences, dans l'extension des compétences, n'est pas toujours bien accueillie par les États, qui peuvent y voir une volonté pour les organisations d'agir ultra vires et contre leurs intérêts. Donc, à ce titre, plusieurs mécanismes, parfois très informels et très officieux, peuvent être mis en place pour surveiller et veiller à ce que les organisations internationales ne s'éloignent pas trop de leur mandat.
En plus, par exemple, d'instaurer des mécanismes de contrôle institutionnel, les États membres peuvent, par exemple, sanctionner une institution en contrôlant son budget, en contrôlant la nomination des personnels ou en encadrant le comportement par des législations nationales qui vont peut-être limiter l'action de l'État au sein de cette organisation. Ils peuvent même aller jusqu'à suspendre leur financement au sein d'une organisation ou menacer de se retirer ou se retirer effectivement d'une organisation dont ils estiment qu'elle a outrepassé le mandat. Tout ceci, comme je disais, ce sont des mécanismes purement informels, mais qui permettent aux États qui sont les mandants de garantir le respect de leurs préférences. Cela signifie en somme que le développement des compétences en matière climatique suppose que les États aient consenti à un tel déploiement de pouvoir, aussi bien dans les actions que l'organisation mènera, que dans la nature des décisions qu'elle pourra prendre. Donc finalement, la structure institutionnelle même des organisations internationales peut contribuer à la fois au déploiement des compétences dans de nouveaux champs, mais elle peut constituer dans la même veine un frein à l'extension du mandat dans des domaines nouveaux comme les questions climatiques. Et le problème se pose d'ailleurs avec autant d'acuité en ce qui concerne le principe de spécialité que j'aborde à présent. À ce propos, on sait évidemment qu'aucune organisation ne peut déployer ses compétences dans un champ particulier s'il ne relève pas de son domaine d'activité. Alors, eu égard au fait que l'ensemble des organisations internationales investissent le champ du changement climatique, enfin, du ou des changements climatiques d'ailleurs, parce que j'utilise l'expression du changement climatique, mais le colloque, c'est les changements climatiques. On peut s'interroger sur le fait de savoir si, par cette action, s'il y a une remise en question de ce principe cardinal du droit des organisations internationales, ou s'il n'y a que s'il ne s'agit que de la concrétisation même de ce principe. Avant tout, il importe de noter que pour les États, les organisations internationales demeurent un simple ensemble de moyens dans la poursuite de leur but ou d'un but. En ce sens, on observera que les organisations s'émancipent très peu, voire pas du tout, de ce principe fondamental du droit international. Dans ce contexte, au fin de l'extension de leur mandat, tout en se conformant au principe de spécialité, on observera que plusieurs organisations ont adopté une démarche particulière. C'est celle que je qualifie d'une approche sectorialisée ou spécialisée du changement climatique. La démarche est simple. Elle consiste pour une organisation, certes avec le consentement même implicite des États membres, à intégrer dans l'exercice de ses compétences une nouvelle thématique qui n'était pas mentionnée dans l'acte constitutif, tout en demeurant dans le champ de sa spécialité. C'est l'approche adoptée par les nombreuses organisations internationales qui ont intégré dans leur discours et qui ont adapté ou étendu leur mandat au changement climatique. On peut mentionner l'exemple de l'OMS qui s'intéresse aux effets des changements climatiques sur la santé, l'exemple de la FAO, l'exemple de l'OMI ou encore l'exemple de l'ONUDI. On peut même citer le Conseil de sécurité des Nations Unies qui n'a pas hésité à établir un lien entre les conséquences du changement climatique et le maintien de la paix et de la sécurité internationale. L'OIM, de son côté, a reconnu que la montée des eaux, a reconnu la montée des eaux comme l'une des grandes menaces du changement climatique affectant les populations et causant les migrations dans le futur. L'OIT, de son côté, a même incorporé la problématique du changement climatique dans ses analyses. Et d'ailleurs, on peut observer à travers le programme de la journée et donc l'ensemble des organisations internationales dont les thématiques seront abordées par les différents intervenants, la manière dont chacune de ces organisations investit le champ du changement climatique à travers le prisme de sa propre spécialité. Donc, chacune de ces organisations s'intéresse ainsi par son domaine de spécialité pour adopter une série d'actions ou une certaine réglementation. Il s'agit finalement d'une approche plutôt classique du droit des organisations internationales, fermement attachée au principe de spécialité, comme l'avait rappelé la CIJ en 1996 à propos de la demande d'avis qui avait été formulée par l'OMS. Donc, en somme, l'extension du mandat d'une organisation sur une question nouvelle implique finalement l'intérêt des différents acteurs, les acteurs étatiques, mais aussi les institutions internationales à travers leurs organes qui entendent étendre leur mandat.
La décision d'une organisation de s'engager sur un nouveau sujet dépend avant tout de la nature de ce sujet, mais aussi de sa pertinence au regard de son mandat. Et comme on le voit, une organisation peut étendre les limites de son mandat en s'engageant dans la résolution de nouvelles problématiques, mais aussi en pratique en faisant du lobbying auprès des États pour soutenir officiellement cette extension sans l'accord de ces États. Finalement, l'extension devient difficile pour cette organisation. Il n'y a donc pas finalement de remise en cause ou en question du principe de spécialité. Cependant, l'extension sectorialisée des mandats implique également une question de normativité que rencontre la réglementation institutionnelle en matière de changement climatique, comme on va le voir à présent. À cet égard, il faut rappeler en effet que malgré cette extension du mandat des organisations internationales, des questions de normativité demeurent. Elles ont trait d'une part à la fameuse problématique de la fragmentation, et d'autre part à celle du déficit des règles contraignantes. Sur le premier point, il importe de relever que la question de la fragmentation n'est pas propre à la réglementation du changement climatique. C'est peut-être finalement même la nature du système multilatéral actuel. Pour rappel, la fragmentation est caractérisée par des normes, des institutions juridiques distinctes qui se développent largement et indépendamment les unes des autres en réponse à des problématiques fonctionnelles spécifiques. Parallèlement, la nature fragmentée du système multilatéral peut constituer, dans une certaine mesure, un obstacle à la gestion des risques multidimensionnels et intersectoriels dans un monde qui est de plus en plus interconnecté et interdépendant. Et en ce qui concerne le système institutionnel, celui-ci est largement cloisonné en silos d'expertise. Droit de la santé, droit, action dans le domaine de l'agriculture, action dans le domaine de l'environnement, action dans le domaine du commerce, etc. Et les incitations liées, par exemple, au financement ou à la préservation de leurs propres intérêts conduisent parfois les organisations internationales à défendre jalousement leur propre territoire institutionnel. Cela peut avoir pour conséquence de freiner la coopération face aux risques multidimensionnels tels que les impacts sanitaires des changements environnementaux et les répercussions du changement climatique sur le commerce. On constatera donc que les actions et les stratégies entreprises par les organisations internationales sont fragmentées, parfois irrégulières, parce qu'elles sont conditionnées en réalité par les impacts directs ou indirects du changement climatique dans les domaines respectifs et par les responsabilités fonctionnelles ainsi que leur mandat. Donc, certaines organisations seront plus sensibles à la question climatique parce que les conséquences sont plus visibles dans le champ de leurs actions ou dans leur domaine. Pour une illustration, par exemple, tandis que la FAO se concentre principalement sur les impacts socio-économiques de l'élévation du niveau de la mer, en particulier sur la sécurité alimentaire et la nutrition, l'UNESCO, de son côté, s'inquiète des impacts des inondations côtières et l'érosion causée par l'élévation du niveau de la mer sur le patrimoine mondial. Et l'OTAN même va s'investir dans ces questions en aidant les États membres à préparer leurs armées à faire face aux effets néfastes des changements climatiques. Alors, sans nécessairement rouvrir le débat de fond sur la fragmentation du droit international, ce qui est ici mis en exergue, c'est que l'approche différenciée, spécialisée ou sectorialisée du traitement des changements climatiques par les organisations ne permet pas toujours une réglementation générale ou pourquoi pas holistique de la question. Mais dans le même temps, en l'absence d'une organisation spécialisée en la matière, dont il n'est même pas certain qu'elle aurait, si elle existait, la capacité de régler de façon holistique les problèmes des changements climatiques, c'est peut-être finalement la meilleure voie pour conditionner l'action des États, même si jusque-là les règles produites souffrent pour beaucoup de leur caractère non contraignant. Et ce sera donc le dernier point que j'aborde. À ce propos, il s'agit d'une autre difficulté liée au défi de la catégorie organisation internationale face au changement climatique. Le phénomène dit de la soft law n'est pas étranger à la normativité générale des organisations internationales, mais il est encore plus manifeste en ce qui concerne les questions qui sont liées au changement climatique, sur lesquelles d'ailleurs les États peinent à s'engager formellement
et ce, d'autant plus que nombre d'organisations sont dépourvues de pouvoir décisionnel réel. Alors, même si la dichotomie soft law, hard law ne rend pas compte de la conformité des États aux règles produites par les organisations internationales, puisqu'on voit très bien que parfois les États peuvent se conformer à des instruments dits de soft law et ne pas du tout se conformer à des instruments dits de hard law. Mais, et même si plusieurs auteurs appellent, par exemple, à la disparition de cette dichotomie, il n'empêche que ces directives, ces codes de conduite, ces recommandations, ces déclarations constituent finalement le cœur même des mesures qu'adoptent les organisations internationales. Il en découle néanmoins certainement une nécessité de développer une approche nouvelle pour analyser les instruments des organisations internationales. Cela supposerait peut-être de remettre en question ou d'abandonner toutes les prémices des paradigmes qui sous-tendent jusqu'aujourd'hui le cadre traditionnel du système institutionnel en matière de création du droit. Mais là encore, il faudra pour cela compter avec les États et ce n'est pas près d'arriver demain. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces éclairages. Finalement, c'est à peu près exactement ce qu'on avait en tête. Donc, on est absolument ravis. Enfin, je peux parler pour Pascal. Moi, je suis très contente de t'avoir écouté. On va maintenant écouter Pascal qui va nous parler d'un peu du seul cadre institutionnel qui est vraiment dédié au changement climatique, qui est le cas de la COP climat, mais également des autres COP. Donc, je vais essayer de mettre le PowerPoint et tout va bien marcher. Les planètes vont être alignées.